que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde. Mais... Nous entamons une série de 6 épisodes sur le behaviorisme. Ce courant de la psychologie a connu un grand succès à la fin du 19e et au début du 20e siècle, débouchant sur une approche pédagogique qui demeure encore aujourd'hui omniprésente dans l'enseignement musical. Nous avons divisé cet épisode en 6. Voici la première partie, une petite histoire du behaviorisme. Le behaviorisme est un courant de la psychologie qui fut très à la mode au début du XXe siècle. Critiquant la psychologie introspective, le behaviorisme s'intéresse à ce qui est observable, objectivable. C'est une tentative pour présenter la psychologie comme une science, au même titre que la physique ou la biologie. Tout le monde a entendu parler de l'expérience du physiologiste russe Pavlov. Pavlov travaillait en réalité sur la composition de la salive du chien en fonction du type de nourriture proposée. Mais ayant remarqué que les chiens avaient tendance à saliver avant d'entrer réellement en contact avec les aliments, il décida d'étudier plus en détail cette sorte de sécrétion psychique. L'arrivée de la nourriture d'un chien le faisait saliver, par réflexe. Il a ainsi associé l'arrivée du repas du chien, pauvre chien, avec d'autres stimulus dits neutres, des diapasons, des métronomes, des sifflets, déclenchant après conditionnement une salivation du chien au déclenchement du seul stimulus autrefois neutre est devenu stimulus conditionnel. Résumons le conditionnement pavlovien, aussi appelé conditionnement classique. Si on emploie un stimulus neutre, tel une cloche, le chien ne réagit pas. Il réagit par réflexe au stimulus inconditionnel que représente sa nourriture. Il salive. On associe donc plusieurs fois le stimulus neutre, ici la cloche, avec le stimulus inconditionnel, ici une excellente pâtée pour chien. Au bout d'un moment, le seul stimulus conditionnel déclenche chez le chien le réflexe de salivation. C'est le réflexe conditionnel ou réflexe de Pavlov, qui a d'ailleurs fait naître un tas de fantasmes, les amateurs de dystopie voyant là la possibilité d'imaginer le meilleur des mondes. On utilise souvent l'expression chien de Pavlov pour décrire quelqu'un qui réagit de façon instinctive, automatique à une situation, plutôt que d'utiliser son esprit critique. En voici un exemple parmi malheureusement de nombreux autres. Si vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! Edward Lee Thorndike, ce chercheur en psychologie animale, a observé au cours de ses nombreuses expériences deux phénomènes principaux. D'une part, l'apprentissage s'effectue par essai-erreur. Et d'autre part, la réduction progressive des comportements inappropriés s'effectue de façon similaire chez toutes les espèces. Thorndike mettait un chat affamé, pauvre chat, dans une boîte et chronométrait le temps qu'il lui fallait pour s'échapper, un appétissant poisson se trouvant à l'extérieur de la boîte. Finalement, après moult essais, le chat tombait sur le levier qui ouvrait la cage. Une fois dehors, il était remis en place, à nouveau, dans la cage et, une fois de plus, le temps qu'il lui fallait pour s'échapper était noté. Lors d'essais successifs, les chats apprenaient qu'une pression sur le levier aurait des conséquences favorables, et ils adoptaient ce comportement devenant de plus en plus rapide pour appuyer sur le levier. Sur la base de ces observations, Thorndike a proposé en 1911 une importante loi de l'apprentissage, la loi de l'effet. La voici. La probabilité que possède un stimulus de produire une réponse est augmentée si les conséquences de la réponse sont satisfaisantes pour le sujet et diminuée si les conséquences sont désagréables. Thorndike a introduit le concept de renforcement et a été le premier à appliquer les principes psychologiques au domaine de l'apprentissage. Lors de ses expérimentations sur les humains, la récompense ou la punition, le renforcement, sont le plus souvent de nature verbale, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une simple approbation ou d'une simple désapprobation par l'expérimentateur. Dans ces conditions, les sujets apprennent de façon largement inconsciente à réaliser le comportement voulu. Ce type d'apprentissage par essai-erreur et association progressive entre une action et son résultat est à la base du behaviorisme et du conditionnement opérant de Skinner, mais nous y reviendrons. Mais évoquons d'abord John Brothers Watson. Il établit les principes de base du behaviorisme dont il inventa le nom de behavior, comportement en anglais. Il reprit les théories du précurseur du behaviorisme, Edward Lee Thorndike. Pour lui, si la psychologie veut être perçue comme une science naturelle, elle doit se limiter aux événements observables et mesurables, en se débarrassant sur le plan théorique de toutes les interprétations qui font appel à des notions telles que la conscience, et en condamnant sur le plan méthodologique l'usage de l'introspection, aussi peu utile à la psychologie qu'elle l'est à la chimie ou à la physique, dira-t-il.
Watson alla plus loin dans les expérimentations à une époque où l'éthique n'embarrassait manifestement pas grand monde. Son expérience la plus célèbre fut celle dite du petit Albert, pauvre Albert, où un jeune enfant fut mis en présence d'une souris blanche. D'abord amusé, l'enfant déchanta rapidement, Watson déclenchant un bruit terrorisant dès que le petit Albert touchait la souris. Il reproduisit ainsi cette expérience. Rapidement, la simple vue de la souris terrorisa l'enfant, qui développa une véritable phobie des souris, puis bientôt des lapins, des chats et même de toutes les fourrures. Sa maman le retira de l'expérience. Quant à Watson, il fit le même genre d'expérience avec ses enfants, avec le résultat qu'on imagine. Pour Watson, l'objectif théorique du comportementalisme est la prédiction et le contrôle du comportement. Plus précisément, cela signifie que pour pouvoir contrôler ou produire une réponse R souhaitée, les behavioristes doivent connaître ce qui a déclenché cette réponse, c'est-à-dire le stimulus S déclencheur. Et inversement, en connaissant le stimulus, les psychologues behavioristes doivent pouvoir prédire la réponse. B.F. Skinner. Le travail de Skinner était enraciné dans l'idée que le conditionnement classique était beaucoup trop simpliste pour être une explication complète du comportement humain. Comme beaucoup d'autres psychologues de l'époque, Skinner considérait que ni le comportement répondant de Pavlov, ni le paradigme SR de Watson ne permettaient d'expliquer la majorité des comportements, en particulier les comportements pour lesquels il n'y a pas de cause antérieure apparente dans l'environnement. Il pensait que la meilleure façon de comprendre le comportement était d'examiner les causes d'une action, mais aussi ses conséquences. Reprenant la loi d'effet de Thorndike, il expliqua qu'un comportement suivi de conséquences agréables est susceptible de se répéter, et un comportement suivi de conséquences désagréables est moins susceptible de se répéter. Avec des expériences sur les animaux, il accumula la preuve, contre-intuitive, que le comportement est moins changé par ce qui le précède que par ce qui le suit. Il formule ce nouveau modèle, stimulus, réponse, conséquence. Il a appelé cette approche le conditionnement opérant. Il soutient que le libre arbitre est une illusion. Pour lui, en effet, en incorporant les processus internes, comme les pensées ou les émotions, sous la qualification d'événements privés, Skinner fait 3 hypothèses concernant ces événements. D'abord, les pensées et sentiments sont des comportements. Ensuite, le comportement qui a lieu dans l'intimité d'un organisme se distingue d'un événement public uniquement par le fait qu'on ne peut l'observer. Enfin, l'événement privé est influencé par les mêmes types de variables que les événements publics. Dans cette conception du behaviorisme, les principes de la psychologie opérante peuvent s'appliquer à tout ce qui concerne l'humain, ce qui revient à dire tout est comportement, y compris les événements mentaux, d'où le terme de behaviorisme radical. Le conditionnement opérant, encore une fois, c'est un type d'apprentissage, mais qui se fait par l'association entre un comportement qu'on fait puis les conséquences de ce comportement-là. Les conséquences qui peuvent favoriser la réapparition du comportement, par exemple si on a reçu des compliments ou des encouragements, ou au contraire qui peuvent l'inhiber, le faire cesser si, par exemple, on s'est fait punir pour notre comportement. Alors, le conditionnement opérant est vraiment basé sur le principe de renforcement et de punition. Alors, si on veut que se reproduise un comportement, qu'un comportement se répète, exemple, une enseignante dans une classe de primaire avec ses élèves voudrait que ses élèves continuent à écouter les consignes et à bien se tenir en classe. Elle pourrait miser sur ce qu'on appelle un renforcement positif, c'est-à-dire qu'elle ajoute un stimulus et l'ajout de ce stimulus-là favorise la réapparition du comportement. Par exemple, elle pourrait les amener à faire une activité ou ajouter un privilège ou donner un cadeau. Elle pourrait aussi miser sur un stimulus qui est, ou un renforcement qui est négatif. Elle retire un stimulus pour favoriser la répétition, la réapparition du comportement. Exemple, donner congé de devoir, renforcement négatif. Au contraire, si l'enseignante veut que cesse un comportement dans sa classe, il y a un ou des élèves qui sont turbulents, elle veut que ce comportement-là arrête. Elle pourrait miser sur une punition positive en ajoutant un stimulus. Exemple, donner plus de devoirs pour que cesse la turbulence. Elle pourrait aussi miser sur une punition
négative, retirer un stimulus, retirer par exemple un privilège, retirer du temps de jeu libre pour que cesse le comportement. Ce schéma est souvent appelé ABC pour Antecedent Behavior Consequence. Le stimulus est antérieur au comportement, mais il ne le contrôle pas, à la différence de la conséquence qui est postérieure au comportement. L'effet serait donc antérieur à la cause. C'est ce qu'on appelle le feedback. Le feedback flirte avec une violation des principes de la science en disant que la cause dépend en grande partie des conséquences des actions. C'est le système récompense-punition. Ce schéma n'est plus unidirectionnel, car ce n'est pas un stimulus qui déclenche une réponse, c'est un stimulus qui l'évoque. La réponse ou comportement étant sélectionné par les conséquences sur l'organisme et sur l'environnement, conséquences qui sont propres à chaque organisme, le conditionnement opérant présuppose un être actif dans son environnement. L'individu anticipe les conséquences de son comportement suite au stimulus. Il y a une boucle de rétroaction dans laquelle la réponse de l'individu va se modifier à mesure qu'il identifie, même inconsciemment, le processus stimulus, réponse, conséquence. Comme vous pouvez le constater, nous rentrerons dans le vif du sujet lors de la deuxième partie de cet épisode en évoquant le behaviorisme en pédagogie.